Bienvenue dans l'Africa News, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée au Gabon. Le dossier du jour s'intéressera à la politique agricole menée dans le pays. Au sommaire également de cette émission, fin du 27e sommet de l'Union africaine et ouverture en Afrique du Sud de la conférence internationale sur le sida. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en débattre. Il s'agit bien évidemment de nos éditorialistes avec à ma gauche Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue parmi nous. Bonsoir Amira, bonsoir à tout le monde. Et à ma droite, Daouda Tal. Daouda, ravi de vous accueillir. Merci Amira, bonsoir à toutes et à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. C'est ce lundi 18 juillet qu'a pris fin la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. De nombreuses thématiques ont animé les débats à l'instar de la crise sud-soudanaise, du terrorisme ou encore du respect des droits de l'homme. C'est un reportage qui nous a été préparé par notre envoyé spécial au Rwanda, El Hadj Ndiaye. Le 27e sommet de l'Union africaine du 10 au 18 juillet 2016 à Kigali au Rwanda restera l'un des plus importants dans l'histoire de cette institution. En effet, les travaux de cette rencontre continentale ont permis de prendre des décisions fortes. Outre le report de l'élection à la tête de la Commission de l'Union africaine, c'est à Kigali par exemple que le passeport africain a été mis en service, l'autofinancement de l'institution a été approuvé par les chefs d'État et le Maroc a ouvertement manifesté sa volonté de réintégrer l'institution panafricaine. Le sommet de Kigali a été un test de grandeur nature de notre volonté commune de transcender les pratiques du passé et d'envisager le futur sous l'angle de l'action et de l'efficacité. Je me félicite de tous les actes forts et exemplaires de nos assises. L'Éthiopie sera le prochain pays hôte du 28e sommet de l'Union africaine en janvier 2017 à Addis Abeba. La jeunesse sera au cœur des discussions. Plus de la moitié de la population du continent est jeune et cette frange de la population veut saisir cette occasion pour aborder les questions importantes pour son rayonnement. Les jeunes ont besoin des actions concrètes parce qu'ils ne sont plus patients de voir que des signatures, de voir que des résolutions, mais plutôt la jeunesse africaine demande un peu des actions plus concrètes de la part des dirigeants, notamment l'initiative qu'on est en train de pousser, de mettre en place un fonds africain pour le développement de la jeunesse qui peut nous permettre de financer les jeunes entrepreneurs, donner des petits microcrédits aux jeunes, surtout dans les milieux ruraux. Le sommet de Kigali a également permis aux chefs d'État d'approuver une nouvelle feuille de route pour éradiquer le paludisme en Afrique d'ici 2030. Soulignons que Dlamini Zuma et Paul Kagame ont reçu des prix pour leur engagement dans la promotion de l'égalité du genre et de la jeunesse lors de ce 27e sommet. Et notre invité expert international en développement et ancien ministre du Bénin est avec nous. Il s'agit de Rekia Madougou. Madame Madougou, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Alors nous venons de voir ce sujet sur la clôture du 27e sommet de l'Union africaine avec une belle part accordée aux droits de l'homme. L'Afrique est un continent vaste, des religions diverses, des ethnies diverses, des langues diverses. On ne peut pas parler d'Afrique en général. Jean-Marie, est-ce qu'il y a des États, selon vous, qui se distinguent? Selon vous, quels sont les pays aujourd'hui sur le continent africain que l'on peut qualifier d'exemples en termes de promotion des droits humains? En termes de promotion des droits humains en Afrique, déjà l'Afrique, on peut la diviser en deux, c'est-à-dire on va parler du Maghreb, on va parler de l'Afrique subsaharienne. Vous avez parlé tout à l'heure des différentes ethnies, différentes religions. Ces différences en Afrique, c'est-à-dire ont un poids en tant que tel. Généralement, on parle de l'Afrique globalement, mais ces cultures-là sont nécessaires à garder, parce que ce sont les cultures, les histoires qui sont relativement différentes. C'est vrai qu'il y a un socle commun, mais à côté de ça, chaque région, si vous voulez, a sa spécificité, et ces spécificités-là sont à respecter. Et maintenant, si je peux parler, c'est-à-dire, je ne veux pas mettre à faire, si vous voulez, un catalogue de satisfaits sites de tel ou tel pays qui fonctionne bien de tel ou tel autre. Mais moi, je ferai une analyse beaucoup plus macro qui me permettra de dire que l'Afrique aujourd'hui, on a une absence de démocratie qui convient de conforter.
Donc, quand vous avez des forums comme ceci, des forats comme ceci qui se passent, il est important, si vous voulez, qu'on prenne des décisions qui font avancer l'Afrique. Et non seulement, c'est-à-dire que ces forums-là, c'est des forums qui sont des forums où on réunit les chefs d'État, on sort de là, on prend des dispositions théoriquement, mais sur le papier, mais sur le terrain, on ne voit pas grand-chose. Justement, Daouda, au-delà des déclarations de bonne volonté, quelle contribution effective apportera ce 27e sommet à la promotion des droits de l'homme et de la femme sur le continent ? Bon, sur la question de la promotion des droits de l'homme et de la femme aussi, je pense qu'il y a la Cour de justice de l'Union africaine qui va être enclenchée. Donc ça, je pense que c'est une réponse qui est, à mon avis, qui pourrait être efficace. Maintenant, je ne reviendrai pas dans le détail sur les modes de saisine, sur qui peut saisir la Cour, etc. Parce que son efficacité dépend de ça également. Mais bon, je pense qu'il y a une réponse là qui est apportée à ce niveau-là pour répondre précisément à la question. Maintenant, de manière un petit peu plus globale, je pense qu'en termes de nouveautés, moi j'ai l'impression vraiment qu'on est en train de changer de cap. Le changement de cap, c'est-à-dire que pour une première fois, la question du financement, de l'autonomie même de l'organisation est posée et je pense que ça me semble important pour garantir l'indépendance complète de l'organisation. Il y a aussi l'entrée du Maroc, peut-être aussi intéressant. Qui a voulu réintégrer, rappelons-le à nos téléspectateurs, l'Union africaine qui avait été quittée en 1984. On verra la suite et ce que ça peut apporter à l'organisation. Mais je pense également, quand j'ai vu le déroulement de ce sommet, on a vu les jeunes qui étaient invités à prendre la parole. Et je pense que ça, c'est un élément très important. La construction de l'Afrique ne se fera pas sans la jeunesse. Quand on regarde la pyramide des âges du continent, la base, elle est élargie. Il y a essentiellement de jeunes. Et le problème de ces organisations, finalement, c'est de ne pas prendre en compte cette question de la jeunesse. Il n'y a pas beaucoup de jeunes parmi les chefs d'État, il faut le dire. Donc, à défaut, il faut quand même construire des synergies, soit des commissions ad hoc pour permettre à la jeunesse de contribuer, parce que l'Afrique ne se fera pas sans sa jeunesse, ça c'est une évidence. Puis les questions de il y a tellement de choses, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais justement, Madame Madougou, la jeunesse et la femme, également, deux socles sur lesquels il devra absolument compter pour le développement du continent. Absolument, je pense que de toutes les façons, l'Afrique aujourd'hui ne peut pas compter sans sa jeunesse. On parlait tout à l'heure de la pyramide des âges en Afrique qui effectivement est constituée d'une grande majorité de jeunes. Et en même temps, la question de la stabilité des États aussi en est tributaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États comprennent de plus en plus que lorsqu'on autonomise la jeunesse, on s'achète la paix. Également, la question de la femme, de l'autonomisation de la femme est de plus en plus en vigueur. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui prend corps en Afrique. Pendant des décennies, on en a parlé. Aujourd'hui, cela s'accompagne de dispositions au niveau régional, suprarégional. Je pense qu'il ne faudrait pas s'arrêter là. Mais la question du financement de l'organisation pour moi, est la principale décision qui a été prise cette fois-ci. Vous savez, aucune organisation, fût-elle la plus grande de notre région, ne peut s'en sortir, ne peut être indépendante si elle ne l'est pas financièrement. Figurez-vous que l'Union africaine, quand même, est notre plus grande organisation régionale et que financièrement, à 73%, elle dépendait de l'aide étrangère. C'est absolument aberrant. Et donc, le fait aujourd'hui de créer des mécanismes d'autofinancement, à savoir par exemple une taxe sur l'importation au sein des pays, je pense que c'est une décision salutaire et son opérationnalisation serait davantage intéressante pour les pays. Oui, Jean-Marie, une bonne décision, encore faut-il que ce soit effectif sur le terrain. Peut-être rappeler qu'il y a certains pays du continent africain qui ne payent toujours pas leur cotisation annuelle à l'Union africaine. Je vais prendre un exemple relativement simple, Amira. Il y a Daouda qui vient de parler, si vous voulez, de la Cour de justice de l'Union africaine. Cette Cour de justice, depuis que le décret a été signé, le traité est signé, vous avez que 11 États qui ont contribué. Et le seul État qui a vraiment posé la volonté pour entraîner les autres, c'est le Kenya. Et la 21e édition de la conférence internationale sur le sida s'est ouverte ce lundi à Durban, en Afrique du Sud, face au nombre important de personnes infectées par le VIH-Sida en Afrique et plus généralement dans le monde. La prévention sera au cœur des débats. C'est un sujet qui nous a été préparé par Oumou Kelsumba et Siamlo Victoria Sechi.
C'est devant des chercheurs, des médecins, des scientifiques, ainsi que des politiques et des membres de la société civile venus des 4 coins du monde que s'est ouvert ce lundi 18 juillet 2016 à Durban, en Afrique du Sud, la 21e édition de la conférence internationale sur le sida. Un accent particulier sera mis sur la prévention, notamment l'utilisation de préservatifs. Selon l'ONU-SIDA, plus de 60 000 personnes utilisent la prophylaxie pré-exposition en médicaments pour prévenir le VIH-SIDA. L'institution multilatérale espère que 3 millions de personnes pourront en bénéficier d'ici 2020 contre 60 000 aujourd'hui, car l'efficacité du traitement dépasserait les 95%. Les progrès qui ont été réalisés au cours des 3 dernières décennies ne signifient pas que la bataille est terminée. La lutte ne sera pas terminée tant que nous ne redoublerons pas nos efforts de prévention et de traitement, tant que la stigmatisation et la peur empêchent des jeunes de se faire tester. Selon les chiffres de 2014 à 2015, l'Afrique subsaharienne a enregistré 1,4 million de nouvelles personnes porteuses du VIH-Sida et 800 000 décès sont notés chaque année. Face à cette situation, l'ONU-SIDA propose à la communauté internationale que d'ici à 2020, 90% de toutes les personnes infectées soient dépistées et puissent accéder à un traitement. La lutte contre le sida doit davantage être la priorité des dirigeants du monde entier. J'ai peur parce que de plus en plus les jeunes femmes sont infectées. Si nous continuons ainsi, nous ne serons pas capables d'éliminer le sida d'ici à 2030. En Afrique subsaharienne, environ 70% des personnes vivant avec le sida, 3 sur 4 nouvellement infectées par le sida en 2015, étaient des filles. En dépit des progrès remarquables réalisés dans la lutte contre le sida en matière de prévention et de traitement, la maladie reste la première cause de mortalité en Afrique chez les jeunes âgés de 10 à 19 ans. Les filles sont les plus vulnérables, elles représentent 65% des nouvelles infections. Le nombre de nouvelles infections de la mère à l'enfant liées à la transmission du virus à la naissance ou pendant l'allaitement a cependant sensiblement diminué de l'ordre de 70% depuis 2009. Il y a eu de belles performances en termes de lutte contre le sida puisqu'une baisse de 42% du nombre de décès liés à cette maladie a été enregistrée depuis le pic de 2004. Mais il y a un problème de taille qui sape manifestement tous les efforts fournis par nos États. C'est la rupture de stock des antirétroviraux. Madame Madougou, comment expliquer ce système défaillant de distribution des médicaments, notamment en Afrique du Sud et en RDC ? Écoutez, effectivement, il faudrait commencer d'abord par saluer quand même les efforts louables qui ont été menés en la matière. Vous l'avez rappelé tout à l'heure dans le documentaire. Il est aussi important de dire que les mécanismes qui ont été mis en place méritent d'être plus performants en matière donc d'organisation. Dans un premier temps, les premières années, il y avait un déficit de ressources. Entre-temps, la question des ressources a été réglée simplement parce que justement on a mis en place des financements innovants qui ont contribué à mobiliser des ressources substantielles. Maintenant, c'est l'organisation et la gestion de ces ressources qui posent problème et qui fait que fatalement, là où on n'aura plus besoin en fait de constater des défaillances, on en constate. Alors que au départ, c'était les questions de ressources, mais aujourd'hui, ce n'est plus fondamentalement les questions de ressources, mais c'est l'organisation. Et ça, on le constate malheureusement dans la plupart des secteurs en développement dans nos pays. Oui, Daouda, c'est malheureux de se dire que ce qui bloque aujourd'hui, ce sont des problèmes de logistique. Oui, des problèmes de logistique, des problèmes de volonté politique également, puisque le blocage, c'était à ce niveau-là. On se rappelle d'un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques qui avaient attaqué le gouvernement sud-africain parce qu'il avait trouvé une alternative, justement, avec des médicaments génériques. Et cette volonté politique, je pense que ce changement a beaucoup apporté dans la lutte contre le VIH-Sida. Je pense également que, de toute façon, à un moment donné, c'est une question d'efficacité et d'efficience, puisque c'est une question de santé publique. Donc on considère que pour $1 investi, on peut économiser 15 en termes de soins futurs, si on n'avait pas prévenu cette maladie, par exemple. Donc c'est mieux d'être dans la prévention que dans la guérison ou dans le traitement, puisqu'on ne peut pas parler de guérison complète aujourd'hui encore. Mais bon, je pense que, comme notre invité l'a si bien dit, il y a eu des avancements, il y a eu de l'argent qui a été mis sur la table. Et je pense aussi quand même à ce niveau-là qu'il faudrait
Les ressources, pour moi, il n'y en a jamais assez. Parce qu'il y a un certain nombre de pays qui ont quand même baissé leur contribution au Fonds mondial sur le sida, étant donné que... il y en a même qui ont gelé leur contribution. Voilà, parce que c'est un contexte mondial qui n'est pas très favorable. L'aide publique au développement baisse en même temps. Et je pense qu'il faut davantage de moyens, davantage de volonté politique et surtout... Enfin, on comprend aujourd'hui que cette menace qui était attribuée à l'Afrique n'est plus qu'un problème en Afrique. L'Europe aussi a des courbes qui montent à ce niveau-là. Et quand on observe bien, pour terminer, il y a des pays africains aujourd'hui qui en sont à des taux quasiment similaires aux pays européens. Donc ce n'est pas une maladie que de l'Afrique seulement. D'où c'est ce qui entraîne le fait que les autres pays bougent également. Jean-Marie, la prévention, comme le disait Daouda, c'est bien évidemment les campagnes de sensibilisation et le dépistage, bien évidemment. Vous avez la lutte contre le sida, Mireille, il y a 3 volets là-dessus. Vous avez le volet préventionnel, vous avez le volet dépistage, vous avez le volet thérapeutique ou curatif, comme vous voulez. Il y a des avancées qui ont été faites, mais maintenant, vous avez parlé de problèmes de logistique. La logistique ne suit pas tout simplement. Pourquoi? Parce que la volonté nationale n'y est pas derrière. En principe, ce qui devrait se passer en Afrique, c'est disséminer, comment on dirait, des petits centres de dépistage à travers toutes les villes et les villages, comment on dirait, africains. Donc, à partir de là, on va sentir l'efficacité parce que le dépistage est fait en amont. Comme Daouda l'a si bien souligné, ce n'est pas, c'est-à-dire la partie curative qui est importante, c'est la partie prévention. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants.